qui est fondateur de N Startup, j'ai pas compté, mais beaucoup depuis les 7 dernières années, utilisent dans la dernière d'entre elles Vertex. Et après avoir eu une présentation plus par le fondateur de Vertex, plus sur les arcanes au mois d'avril dernier, on va cette fois avoir en retour d'expérience comment ça marche en production, qu'est-ce que ça apporte en termes de performance. Donc comme d'habitude, une petite heure de présentation et puis ensuite des questions-réponses qui se termineront autour d'un pot pour parler de sujets autour de Vertex, de sujets autour de performance ou de sujets qui vous intéressent. Comme d'habitude, la petite page de pub pour Octo qui nous accueille et nous héberge depuis ses 5 ans pour le Performance User Group. Et chez Octo, on recrute sur des sujets techno autour de la perf, mais pas que, autour du big data, autour de tout ce qui est système distribué, autour du cloud. Donc si vous êtes intéressé par tous ces sujets-là, n'hésitez pas à venir nous voir, Borémy, Benjamin ou moi, pour parler d'Octo. On est là pendant toute la durée de la séance. Rendez-vous le 21 février, c'était aujourd'hui. Rendez-vous le troisième mercredi de mars, du coup, pour peut-être la 50e ou la 51e, où on aura un nouveau sujet, un retour d'expérience sur cette fois une techno dans Java. J'arrive pas à retrouver son nom, sur le disrupteur. Donc plutôt sur la partie transactionnelle. Donc on vous tiendra au courant comme d'habitude sur le Twitter, Perfug Paris, sur le site du Perfug, perfug.github.io et sur le Meetup comme aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je te laisse la parole pour parler de Vertex pour l'instant. Merci. Alors donc on va parler de Vertex et des use cases de Vertex chez nous. Alors j'ai vraiment une petite heure de présentation, c'est plus une bonne demi-heure qu'une petite heure. Alors je vais commencer par une citation de Kegel, qui est quelqu'un sur internet qui a écrit pas mal de choses à propos de la haute performance. Il dit qu'il est temps pour les serveurs web de gérer plus de 10 000 connexions simultanées et qu'après tout le web est grand maintenant. En fait c'est une citation de 2003. Et depuis, pas grand chose a changé. Il y a assez peu de serveurs web qui peuvent gérer beaucoup de connexions simultanées. Donc je vais commencer par parler de Timo, puis ensuite de Vertex et ensuite des use cases chez nous. Alors, moi je m'appelle Guillaume Charon et je suis CTO et cofondateur de Timo. Ce qu'on fait chez Timo, c'est du drive to store. Notre but c'est d'amener des gens en magasin grâce à de la publicité ciblée par rapport à un historique de géolocalisation. Par exemple, si notre client c'est Decathlon, on va cibler tous les gens qui vont dans les stades de foot, dans d'autres magasins de sport. On va leur faire de la publicité sur leur smartphone. Puis on va vérifier si après avoir vu la publicité, ils vont vraiment en magasin. Reporting sur le nombre de visites qu'on amène chez nos clients. Donc on a 2 bureaux, un à Paris, un. On a levé 15 millions l'année dernière, on a une cinquantaine maintenant. C'est une startup que j'ai créée il y a environ 3 ans. Oui. Pas de problème. Donc Vertex. Et tout d'abord, donc, le problème qu'on cherche à adresser, c'est l'histoire des 10 000 connexions simultanées qui représentent un nombre assez grand finalement. Alors je vais faire quelques parallèles. Ça, c'est des serrures de chaussures. Donc on voit qu'on a un cireur de chaussures par client. Bon, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème, ça a l'air de bien marcher, il n'y a pas grand-chose à optimiser. Il y a un autre cas où on a un restaurant et des serveurs qui servent plusieurs clients et qui marchent par des systèmes de notification finalement. Le serveur va chercher les plats dans la cuisine lorsque la sonnette... lorsqu'il entend la sonnette, et pareil, il s'occupe des clients quand quand le client lève la main. Donc voilà, finalement il y a assez peu de serveurs par rapport au nombre de clients et ces serveurs courent partout. Si on gérait un restaurant comme on gérait les serrures de chaussures, voilà, il faudrait autant de serveurs que de clients, ce qui coûterait assez cher pour un restaurant. Donc là on a une application J2E classique avec des servlets.
servlet par client. Donc pour chaque client, une servlet. Ça c'est bon, j'ai pris une appli J2E, mais c'est pareil en PHP, c'est pareil dans plein de langages. C'est comme ça qu'est construit le web en grosse majorité. Donc à chaque connexion, on a un thread. Et donc si on doit gérer plein de connexions, il va falloir gérer plein de threads en parallèle. Et les threads, c'est assez coûteux pour gérer un processeur finalement, un CPU. Un cœur de CPU ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc s'il veut gérer du multithread, bon, c'est multitâche, mais bon, il y a un coût de changement, de context switching, comme on appelle ça. Donc le CPU va devoir charger des threads, charger de la mémoire, s'occuper un peu de faire avancer le process, puis ensuite il le décharge la mémoire, il en prend un autre, recharge. Et finalement, si on a beaucoup de threads, le CPU passe son temps à switcher entre les différents threads et il ne fait plus grand chose. Et il y a aussi un coût de mémoire, c'est-à-dire que chaque thread prend quelques mégaoctets, voire plus de mémoire. Et donc sur une machine, on a un nombre limité de threads. Le gros avantage, c'est que c'est assez simple à comprendre. Le code est souvent très lisible, c'est linéaire, il n'y a pas d'histoire d'asynchrone, d'événementiel. Donc c'est l'avantage principal. Donc si vous écrivez du code avec du Java .io ou Java dans les packages Java.io ou Java.net, finalement vous allez programmer avec un système comme ça. Donc il y a quand même des solutions pour gérer ce problème des 10 000 requêtes simultanées. Avoir un thread qui gère plusieurs clients en utilisant des systèmes de notification. Alors, je vais parler un peu bas niveau. On va imaginer qu'on souhaite lire un fichier et être au courant s'il y a du nouveau dans ce fichier. Et s'il y a du nouveau, on va faire un output sur la console ou je sais pas où, peu importe. Si on veut, donc là on a la méthode classique avec un file descriptor qui pointe sur le fichier, dans le thread qui va essayer de pouler, savoir ce qui se passe dans ce fichier. Si on veut gérer plusieurs fichiers, il faut avoir plusieurs threads. Donc là, c'est le cas de base. Après, il y a quand même des moyens, en tout cas je vais prendre l'exemple de Linux, avec un thread de surveiller plusieurs fichiers. Une fonctionnalité qui s'appelle equal. On peut surveiller plein de fichiers en même temps, pour savoir s'il y a du nouveau. Plutôt de file descriptor, c'est ça qui se passe réellement. Et c'est une fonctionnalité qui permet de surveiller un nombre très grand de fichiers. Et finalement, les sockets, les connexions sur Linux, c'est pareil. C'est représenté par des file descriptors. Donc avec equal, on peut gérer plein de connexions simultanées. Donc ça, c'est bien sûr dans les couches plus haut niveau comme Vertex, c'est caché, mais voilà, c'est ce qui se passe en réalité. Dès qu'il y a du nouveau, equal va appeler le thread, va notifier qu'il y a du nouveau dans tel fichier, sur telle connexion, il va ensuite gérer, le thread va ensuite gérer cette connexion. Et donc il est tout le temps actif, il ne fait jamais de l'attente, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, mais dès qu'il y a de l'input, il traite toujours l'input. Alors Vertex, c'est pas vraiment un framework, c'est plus un toolkit qui fournit un certain nombre de fonctionnalités pour vous aider à faire des applications réactives, en tout cas qui gèrent pas mal de clients simultanément. Ça fournit un certain nombre de modules, connexion en base de données, du monitoring, de l'authentification, du logging, du clustering, bref, tout ce dont vous avez besoin pour aller en prod. Alors que si vous utilisiez directement des couches bas niveau type Java, NIO, vous n'aurez pas tout ça. Et c'est basé sur un ATI qui lui va gérer toute la partie connexion simultanée. Donc c'est une couche un peu plus bas niveau qui ensuite utilise du Java NIO, qui lui-même utilise du ePool sur Linux. Et donc c'est basé sur une techno qui est quand même assez solide. Je ne sais pas si vous connaissez NetI, mais ça utilise de l'event pooling, etc. Vertex, c'est pas, ça vous force pas sur une trajectoire spécifique de votre application, une architecture spécifique. C'est à vous ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient. C'est à vous de créer votre architecture d'application. Le but de Vertex, c'est de gérer plein de connexions asynchrones, de manière générale, gérer de l'asynchrone. Ça marche très bien si vous avez des applications qui doivent gérer des gros volumes de messages.
Par exemple, si vous avez un back-end d'application mobile, souvent les applications mobiles sont un peu lentes parce que le réseau est pas de très bonne qualité. Donc il y a plein de connexions ouvertes en simultané. Et Vertex, ça posera pas de problème à Vertex de gérer ça. Donc tout ce qui est API Gateways, microservices aussi, vu que Vertex est très léger, très rapidement vous pouvez faire un petit service en Java. Ça marche bien dans l'IoT, il y a souvent beaucoup de connexions. Il y a une spécificité de Vertex, c'est que c'est polyglotte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des modules qui sont en Java, d'autres en Groovy, d'autres en JavaScript, certains en Groovy, bref, et ils vont réussir à se parler. Donc vous pouvez, si votre équipe est multi-compétente, vous pouvez utiliser plein de langages. Alors l'unité de déploiement chez Vertex, c'est le vertical. Un vertical, c'est une event loop, donc une boucle, une loop, qui est déployée dans un thread et qui va process des événements. Donc on peut imaginer que c'est des connexions entre. Dès qu'il y a du nouveau dans la connexion, ça va générer un événement. Il va s'occuper de traiter la donnée. Puis s'il y a une tâche un peu longue, il va demander à être à nouveau notifié s'il y a du nouveau. Par exemple, quelque chose d'un peu long, c'est un timer, faire quelque chose en une seconde. On n'a pas besoin d'attendre vraiment une seconde. On dit, le thread va demander à Vertex d'être renotifié dans une seconde quand il y aura du nouveau. Voilà, donc de manière générale, une event loop peut traiter des messages. Quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut jamais bloquer l'event loop. Si vous bloquez l'event loop, l'event loop ne peut pas faire autre chose. Donc elle ne peut pas prendre d'autres messages. Bref, il faut bloquer tout. Raisonnable, ça va vous de voir. Si vous bloquez l'event loop, on va dire 100 millisecondes, sur un thread, vous pourrez faire que 10 opérations par seconde. Voilà, les ordres d'idées, faut faire très attention. Alors avec ce que je viens de vous présenter, il peut y avoir un problème. Voilà. J'avais une superbe vidéo. C'est si vous avez qu'une seule event loop, c'est ce qui peut se passer. Vous avez votre CPU complètement surchargé, parce qu'il fait que traiter, il traite toutes les requêtes. Et donc il s'en sort pas. C'est comme ça qu'est implémenté Node.js. Que Node.js, c'est performant, mais il n'y a qu'une seule event loop. Donc si vous voulez utiliser tous les cœurs de votre CPU, il va falloir lancer plusieurs event loops. S'il y en a une qui meurt, il va falloir gérer il va falloir respawn ces event loops. Bref, vous allez entrer dans une spirale de fixe pour pallier les problèmes. Alors, ce que fait Vertex, c'est du multi-reactive ou du multi-reactor. C'est-à-dire que vous avez plusieurs event loops. Message. Donc c'est de vertical scaling. Vous pouvez scaler avec autant de cœurs que vous avez sur votre machine. C'est assez performant et c'est assez unique. Donc vous pouvez déployer le même vertical, donc l'unité de déploiement. Donc, soit le même exemplaire, soit différents exemplaires qui vont faire autre chose. Par exemple, il faut un vertical spécialisé juste dans le traitement des requêtes, l'autre dans je ne sais pas quel web service qui va faire quelque chose de précis. Et ils vont réussir à se parler et vous pouvez déployer dans autant d'exemplaires que vous voulez. Par exemple, 2 fois votre nombre de cœurs, à vous de voir. Et donc voilà, vous pouvez enfin tirer parti de vos superbes serveurs qui ont plusieurs cœurs. Je le redis, ne bloquez pas les event loops. Voilà ce qu'il faut bloquer: un thread.slip, un wait sur un lock, une connexion à une base de données. Souvent, c'est utiliser le driver MySQL, ou souvent tous les drivers ils sont bloquants. Et une connexion à une base de données, une requête en base de données, c'est environ 30 millisecondes. Voilà, donc c'est très bloquant. Donc Vertex vous fournit un certain nombre de librairies qui vont faire du non bloquant. Si ce que vous souhaitez faire, si la lib que vous souhaitez utiliser est bloquante, il va peut-être falloir la réimplémenter.
en utilisant du non bloquant. Donc il y a quand même un moyen d'utiliser du bloquant si vous ne le faites pas trop. C'est ce qu'on appelle les execute blocking. C'est-à-dire que si vous appelez une fonction bloquante dans execute blocking, ça bloquera pas votre event loop, mais il va y avoir un pool de threads qui est un nombre fixe que vous définissez qui vont traiter ces événements bloquants. Donc, ça s'appelle chez Vertex de la worker pool. Et donc elle a une file d'attente et elle va traiter les événements qui sont le code qui est bloquant. Voilà, il y a quand même des solutions pour exécuter du code bloquant sans bloquer vos event loops. Mais bon, si à chaque fois que vous prenez une requête, vous faites un execute blocking, ça va vous poser des problèmes. Il faut bien savoir ce qu'il y a en dessous pour bien comprendre là où on gagne les performances. Et il y a une fonctionnalité, comme je disais, de clustering. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs verticals, donc, soit sur la même machine, soit sur des machines différentes, qui vont pouvoir se parler entre elles. Et vu que Vertex gère le mode cluster, ils vont réussir à se parler. C'est assez génial. Si vous avez une requête qui doit être prise en charge par le vertical A, ça va load balancer automatiquement. Il y a un concept chez Vertex qui est l'event bus. L'event bus, ça permet de communiquer entre les verticals. C'est assez comme système. Les verticals qui sont déployés sur un cluster, donc sur différentes machines. Vous pouvez faire en sorte qu'un vertical envoie à tous les autres ou qu'à un seul. Bref, s'il y a du publish subscribe, du point à point, de la requête avec de la réponse, c'est pratique quand on fait du microservice. Et ça marche sur un cluster entier. Donc vous n'avez pas besoin sur la machine. Si cette machine-là envoie un message à tous les verticals qui sont des verticals C, ça va arriver là, puis celui-là aussi va le recevoir. Si vous souhaitez qu'un seul de vos verticals reçoive la réponse, ça va être un des verticals au hasard. Donc ils vont se découvrir automatiquement, donc c'est du service discovery qui est inclus, gratuit. Voilà, c'est assez magique. Donc le concept est assez simple de l'event bus. Vous envoyez des messages à une adresse. Une adresse, c'est représenté par une string. Donc ça peut être à peu près n'importe quoi, à vous de voir. Et une fois qu'on a publié un message, pour s'abonner au message, il faut des event handlers qui vont s'abonner à ces adresses. Donc à cette adresse qui est représentée par une string. Alors, il peut y avoir plusieurs event handlers pour la même adresse ou un seul. Bref, c'est souple. Alors je vais faire une démo. Je vais commencer par un Hello World. Alors, moi, je vois pas mon écran, donc ça va être compliqué. Je vais quitter le PowerPoint, je pense que c'est lui qui... Alors, pourquoi ça non. Ouais, c'est pour faire du... Ouais, c'est pas... Je suis là, normalement, j'ai du mirroring qui est... When available, il a pas l'air available. Je vais reboot l'écran. Voilà, je rebranche. Alors là, ça revient pas du tout. Ouais, j'essaie encore 15 secondes. Ouais, c'est bizarre. Ah voilà, c'est bon. Suspense. Ouais.
Alors, bon, j'ai un peu triché, j'ai des codes snippets pour aller plus vite. Parce que vu que le Java c'est un peu verbeux. Donc, je vais commencer par faire un package. Comment appeler comme.perf œil. Et dedans, je vais créer un vertical. On va appeler main vertical. Si vous voyez bien là, vous voulez que je zoome? Je zoome un peu. Alors c'est très simple, un vertical. Alors, je vais copier-coller, ça va aller plus vite. Donc là j'ai créé une classe et j'ai étendu la classe abstract vertical et je vais arrêter la fonction start. Et dans la fonction start, qui sera exécutée au démarrage du vertical, je vais créer un serveur HTTP qui répond hello vertex à chaque requête sur le port 8080. Voilà. C'est ça. Alors il faut bien lancer ce vertical. Donc, je vais créer un main, donc, soit qui pourrait être n'importe où, et voilà, qui instancie vertex. Donc cet objet là, il faut l'instancier qu'une fois, c'est la colonne vertébrale de vertex. Et puis ensuite je déploie un vertical, une instance de vertical sur vertex. Alors c'est ça, hein, c'est pas très long. Et donc, alors là il doit être, alors si ça commence, j'ai des warnings, c'est pas prévu, de partout. Je sais pas pourquoi il queen comme ça. Ah, si ça marche, je le sens pas. Ça marche. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Bon, normalement, il n'y a pas d'erreur. Ah non, non, surtout pas. Je retente quand même. Ouais, je vais quand même me connecter histoire de le calmer parce que c'est quand même assez fatigant. Surtout que je vais vous montrer de la console. Je crois qu'on avait un Wi-Fi ici. Wi-Fi. Ouais. FH. Hiver. Voilà, plus d'erreur. Génial. Ah si. J'ai parlé trop vite. Ok, normalement quand il queen comme ça, qui dit qu'il est bloqué, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Là, ça a l'air de marcher. Ah. Ouais. Alors, celui-là. Ouais, je vais... Ouais, c'est vrai. Alors l'eau, je me souviens plus où il est. Yeah, c'est pareil. Alors. Ok. On retente. Le wifi, on tente. C'est assez curieux. Bon, c'est pas dramatique si ça marche, c'est le principal, mais. Ok, bon. Bon. Ça a l'air de fonctionner. C'est pas grave. Mais ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, on a finalement un main assez simple. Voilà, quand je vous dis que c'est pas qu'il y a pas de, ça vous force pas dans une architecture spécifique, à partir de là vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors on va faire quelque chose d'un peu plus. Là j'ai déployé qu'un seul vertical. Alors j'ai une machine qui a plusieurs CPU, donc c'est pas optimal. Donc je vais déployer plusieurs verticales. Donc on va vraiment toute la puissance. Donc je vais changer les options de déploiement de mon vertical.
Et je vais... on va quand même changer l'affichage pour qu'on voit sur quel vertical notre requête est prise en charge. Hop. Je relance. Ok. Donc là on voit que c'est à chaque fois une event loop différente qui prend en charge notre requête. Et vu que c'est du round robin, ça va alterner entre toutes les event loops. Donc là on a automatiquement un système avec Vertex grâce à un thread qu'on voit pas mais qui est le acceptor thread qui lui va dispatch les requêtes entre tous les verticals. Donc c'est extrêmement puissant. Voilà, c'est grâce à ça que vous utilisez vraiment tous vos CPU. Et celle-là, on gère les requêtes, mais c'est pareil quand vous faites des connexions externes. Si vous utilisez le HTTP client de Vertex, il va automatiquement dispatch sur des event loops spécifiques, enfin, au hasard. Alors, ça c'est la base. Ensuite, on va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va faire deux verticals. Donc, on va prendre une requête. On va, avec un mot en paramètre dans la requête, et on va envoyer ce mot à un autre vertical qui va l'inverser, qui va faire un reverse sur la string, qui va répondre au vertical principal et qui va envoyer ça au client. Donc, c'est une simulation d'un microservice qui serait appelé, qui répondrait avec une info qui sera ensuite affichée au client. Donc c'est souvent là qu'on a besoin de ce qu'on appelle réactivité, du système réactif. Parce que quand vous avez plein de microservices qui se parlent entre eux, en fait ça fait plein de threads qui sont bloqués sur plein de machines et ça devient complexe. Alors pour que ce soit plus clair, on va faire une classe séparée qui lui va lancer des verticals qu'on va appeler starter. Et il suffit de prendre ce code là, le main, de le déplacer sur le starter et ça va marcher. Donc celui-là je l'éteins et je vérifie que ça marche. Je suis assez prudent. On va attendre les petites erreurs. Voilà. De plus en plus. Génial. Voilà, ça marche toujours. C'est le même concept, hein. On a juste déplacé le main. Et ensuite on va créer ce nouveau vertical qu'on va appeler reverse vertical. Et je vais copier un peu de code. Donc c'est toujours assez simple, c'est un vertical, donc il a une fonction start qui va se connecter à l'event bus. Donc il a juste à chercher l'event bus et il va écouter sur perfug.words. Et quand il reçoit un message, il va l'afficher. Voilà, on va faire petit à petit. Donc, il faut bien envoyer des messages à cet event bus. Donc de l'autre côté, on va aussi se connecter à l'event bus. Hop. Alors, il faut que je modifie un peu pour pouvoir faire plus de choses que répondre à une requête. Donc l'event bus, voilà. Donc je récupère l'event bus et j'envoie on va faire simple pour le moment, j'ai envoyé un message hello au reverse vertical qui va ensuite l'afficher. On va tester. Ah. Alors j'offre une bière à celui qui trouve avant ce soir. Hein. Voilà. 127. On va retenter. Ouais, on a réglé la moitié du problème.
Bon, en tout cas, ça marche toujours. Donc là, on... Alors ça me va pas parce que là, je fais des requêtes et normalement, ça devrait afficher des messages en console. Ah oui, en fait, ça ne marche pas. C'est normal. Parce qu'on a déployé que le main vertical. On n'a pas déployé l'autre reverse vertical. Donc ça n'a aucune chance de marcher. Donc on va déployer le reverse vertical. Et pour que ce soit fun, je vais aussi déployer en 4 exemplaires. Et on recommence. Et cette fois-ci, ça devrait marcher. Hop, on attend un peu. Voilà, ça affiche hello. Donc il y a un vertical qui a reçu le message. Alors si on avait mis... Je vais revenir sur le main. Là j'ai mis un send, eventbus.send. Ça veut dire que le message est envoyé qu'à un seul des verticals. Si je mets un publish, le message va envoyer à tous les verticals qui écoutent sur cette adresse. Donc je teste. Attends. Voilà, donc là il y a on voit bien que les 4 verticals ont reçu le message. Je vous zoome un peu, vous voyez ça. Non. Donc là les 4 verticals ont reçu le message. Ça n'a pas d'intérêt pour notre exemple, puisqu'on souhaite qu'un seul des microservices reçoivent, enfin qu'un seul des verticals reçoivent le message, je remets à send. Et donc on va faire notre logique. On va récupérer le paramètre, un paramètre que je vais passer dans la requête. Hop, donc on a l'objet requête. On récupère le paramètre, on se connecte toujours à l'event bus et on envoie le mot. Et de l'autre côté, on va faire un reverse du mot en reverse vertical. Hop. Et là, ce qu'on fait, c'est on va faire un message.reply. C'est-à-dire qu'on va répondre au message qu'on a reçu par un autre message. Et donc ça va répondre de manière magique au bon vertical. C'est un peu la magie de l'event bus. Et donc là on va dire qu'on souhaite écouter on va faire un async result en disant qu'on écoute la réponse. Et on va afficher cette réponse. Donc plutôt qu'afficher le thread, je vais afficher la réponse. Donc c'est async results .results.body.toString. Donc normalement on va lui passer un paramètre. Wow, il y a le perf. Et voilà, ça renvoie le message en inversé. Donc ça fait tout ce process d'envoyer le message en vertical, une des instances du reverse vertical a répondu au vertical principal qui lui a répondu. Tout ça avec finalement des connexions simultanées qui sont persistantes et qui consomment extrêmement peu de mémoire. Donc avec ça, vous pouvez gérer des dizaines de milliers de connexions par seconde. Alors c'est tout pour la démo. On va repartir sur les exemples chez nous. Ok. Alors chez nous, on affiche de la publicité. Donc pour afficher de la pub, il faut bien l'acheter. Quand vous ouvrez une application mobile, par exemple, n'importe laquelle, on a plein écran. Avant ça, c'est un espace publicitaire à vendre qui n'est pas encore vendu. Et votre application va contacter une place de marché, ce qu'on appelle et des gens vont, comme nous, vont enchérir sur cet espace publicitaire. Et le meilleur enchérisseur va gagner le droit d'afficher sa publicité. Tout ça, ça se passe en 100 millisecondes. Et ces gens-là, dont nous,
ont 40 millisecondes pour répondre aux requêtes. Si on ne répond pas dans les temps, on perd l'enchère. Donc il faut être très rapide. Et en plus de ça, en plus d'être rapide, il faut gérer beaucoup de requêtes par seconde. Parce qu'il y a beaucoup de pubs qui sont achetées et vendues en temps réel. En soirée par exemple, en France, c'est 20-30 000 requêtes par seconde qu'il faut gérer. Donc il faut répondre à tout rapidement. Ouais. 100 millisecondes, c'est ça. Mais vu qu'il y a environ 60 millisecondes qui sont perdues en network, voilà, on n'a plus que 40 millisecondes quand ça arrive sur notre cloud. Voilà. Il y a pas, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre. En plus, faut gérer beaucoup de requêtes. Et si on ne répond pas aux requêtes à temps, on se fait blacklister. Après, on est vu comme hors-jeu et donc on ne nous envoie plus de requêtes. Parce qu'il y a les serveurs, les ad exchange qu'on est là. Alors à l'époque, pour la petite histoire, quand mon associé a vendu la première campagne de publicité, on n'avait pas encore de quoi acheter la pub. On n'avait pas de serveur, on n'avait rien. Donc c'est là que j'ai dû faire une première version d'un serveur qui puisse acheter de la pub en temps réel sur beaucoup de requêtes. Et donc j'ai comparé plusieurs solutions, j'ai comparé Go, mais j'avais pas le temps d'apprendre un nouveau langage et j'étais pas fan, surtout le premier point, mais j'étais pas non plus un gros fan du langage, je trouve un peu limité. Node.js, j'étais pas un gros fan du JavaScript en back-end. Je trouve que c'est extrêmement compliqué d'être un bon développeur en JavaScript, tellement il faut avoir de choses dans la tête. En plus, il y avait cette histoire d'event loop. Je connaissais pas tellement les subtilités à l'époque, mais ça se voyait dans les benchmarks. Python Tornado, je trouvais la communauté un peu dormante. Et j'ai découvert Vertex, qui semblait extrêmement performant. En plus, c'était en Java et je savais faire du Java. Ça me posait pas de problème. Moi, je choisis Vertex parce que c'était haute performance, orienté back-end, donc avec naturellement du Java. Donc potentiellement derrière, quand on fait des recrutements, on recrute des gens en Java, donc ils savent faire du back-end. Alors recruter des développeurs JavaScript pour faire du back-end, c'est plus touchy. Alors ça c'est l'architecture, donc assez simple. Hein. On a les ad exchange qui nous envoient des requêtes, on a un load balancer qui est hébergé chez Google. On utilise leur load balancer et on a des biders qui répondent aux requêtes maintenant en Europe et aux États-Unis. Et tout ça c'est sur Google Cloud. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si on nous envoie des données, on nous envoie ce qu'on appelle un IDFA, ID for Advertising, de téléphone. C'est un numéro anonyme qui est attribué à tout le monde, qui est fait pour la publicité, qui peut être reset. Et c'est vraiment ça qu'on regarde pour savoir si on connaît la personne, si on l'a déjà vu dans un magasin ou un stade de foot, comme je disais tout à l'heure. Dans les biders, on a la liste des gens sur lesquels on souhaite acheter de la pub, avec les campagnes associées. C'est ça, l'accès aux données, c'est sur le Slack juste après. On met toutes les données dans Redis. Donc chaque bidder a des données qui sont dans Redis, donc en RAM. Donc c'est extrêmement rapide de faire des appels à Redis. On utilise le module Vertex Redis. Donc c'est des appels en RAM en utilisant des connexions asynchrones. Voilà. C'est vraiment de la très haute performance. Et donc on stocke tout dans Redis. On précalcule et ensuite on stocke. On utilise aussi Consul pour le service Discovery. Alors on n'a pas que du Vertex chez nous, on a du Python Django, parce qu'on n'a pas besoin de performance partout. Et donc il faut bien que les services se découvrent. Et donc voilà, on utilise Consul qui fait que naturellement notre bidder va pouvoir contacter le serveur de gestion des campagnes de publicité. Voilà, grâce à Consul. On utilise un autre outil qui s'appelle Filebit de la stack ELK. Je pense que vous connaissez probablement. Donc à chaque fois qu'on fait une enchère, on écrit un log en disant qu'on a enchéré sur telle personne, à tel prix, pour telle campagne de pub. Ce log il va être pris, il va être mis il va être traité par un serveur qui s'appelle Logstash, qui lui va extraire les infos intéressantes de ce log, le prix, le nom de la campagne, et qui va les mettre dans Elasticsearch. Et on utilise le front fourni qui s'appelle Kibana, qui affiche les stats en temps réel de ce qu'on vend. Vu qu'on dépense de l'argent en temps réel, il faut bien savoir ce qui se passe.
On utilise aussi le module Vertex Metrics qui on s'en sert pour loguer toutes les secondes nos perfs. Comme ça derrière on prend ces lignes, on les met grâce à la stack ELK. On fait du reporting grâce à la stack ELK. Voilà, ça c'est des exemples d'enchères. Voilà, on voit que vers 19 heures on a fait 140 000 enchères en 30 minutes, sachant qu'il y a plein d'enchères auxquelles on répond pas. C'est vraiment de la haute perf. Et on a en bas à droite des stats sur le nombre de requêtes où on a été trop lent. Donc là finalement bon, ça paraît grand, mais ça veut dire qu'il y a 100 requêtes en une demi-heure sur lesquelles on était trop lent. Et c'était à minuit, donc on a dû faire un truc, je pense lancer une campagne à minuit, il a dû se passer un truc. Mais voilà, donc on a du monitoring de nos perfs en temps réel grâce à la stack qui va. On a un autre use case qui est sur la collecte de données. Donc on a des téléphones qui collectent on a un SDK qui est intégré dans des applications partenaires qui lui va connecter des données et nous envoyer des centaines de points par jour sur nos serveurs. Donc ça fait pas mal de charges. Donc c'est des points de géolocalisation. Et à l'époque, sur la première itération, on avait un serveur Python Django avec une base de données BigQuery. Vu que les requêtes à BigQuery c'était assez lente, parce que BigQuery c'est une base de données qui peut prendre beaucoup de données mais qui est assez lente quand on lui fait des requêtes. On avait plein de threads en parallèle qui attendaient, donc c'était pas gérable. Donc c'est assez rapidement, les serveurs étaient assez rapidement mal en point. Et on est passé à une stack avec du Vertex où on prenait les événements, on les mettait dans une file d'attente RabbitMQ et on dépilait ces événements par batch de 500 pour les mettre dans Google BigQuery. Donc le meilleur des deux mondes, le côté asynchrone, le fait de faire des appels de partout en actif et en plus de batcher de serveurs, on a réussi. Cette stack là elle supportait jusqu'à à peu près 20-30 000 événements. On avait dû fine-tuner un peu RabbitMQ pour avoir plusieurs topics en parallèle qui utilisent tous ces processeurs, mais voilà, on a voulu aller plus loin. On a remplacé RabbitMQ par Kafka. Kafka sur le même concept avec du batching, et là on est capable de gérer jusqu'à, avec une config de base avec un seul broker, jusqu'à 100 000 messages par seconde. Voilà, on utilise le module Vertex Kafka. Et je parlais de RabbitMQ, on est aussi mainteneur du module RabbitMQ de Vertex au passage. Et voilà, et donc là on a du Kibana pour savoir le nombre d'events qu'on traite. On a deux courbes là, on n'en voit qu'une seule parce que tout va bien. Mais en fait c'est le nombre d'événements qu'on se prend et le nombre d'événements qu'on pousse en BigQuery. Donc si les courbes se séparent, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Juste une question, vous avez testé avec le Hazelcast qui est l'event bus par défaut de mettre les événements dans l'event bus? Ouais, par exemple. Ouais, on a. Alors en fait sur notre use case, c'est-à-dire que si admettons que le cluster meurt complètement, c'est-à-dire qu'on perd les événements, alors qu'avec une solution comme RabbitMQ ou Kafka, si le programme tombe, il y a quand même les événements qui sont persistés. D'accord. Et du coup la rétention, vous aviez combien à peu près? Enfin, vous l'avez sizé comment? Elle est très faible. Alors, on va avoir en soi on l'utilise quasiment pas, mais il doit y avoir plusieurs jours. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais on l'utilise, ça reste quelques minutes max. Enfin, d'accord. C'est vraiment un buffer pour le moment. Si ça se passe mal, ouais. Dans le cas où il y a un outage chez BigQuery, là ça va se remplir un peu, mais on a de quoi voir venir. Mais du coup ton composant qui fait de buffer au milieu, il ne remplace pas l'event bus directement, tu l'utilises comme un composant à part qui a du QI. Nous on n'utilise pas le... Okay, on peut utiliser l'event bus. D'accord, ok. Ouais, non, pas de souci. Open question, parce que je m'étais dit, tiens, on pourrait l'utiliser avec de la persistance et ça pourrait faire... Ouais. Non, c'est vrai, mais vu qu'il n'y a pas la persistance, on l'a pas utilisé. Il me semblait que tu pouvais le débrancher, justement, par défaut il te file Hazelcast, mais tu pouvais mettre d'autres choses dont... On n'a pas...
Ah, ok. Pardon, du coup, je me permets. Hazelcast, il est là pour faire la clusterisation, donc la discovery des différents instances de Vertex qui sont lancées par host sur le réseau. Et l'Event Bus est complètement décorrélé de Hazelcast en fait. L'Event Bus a juste besoin de savoir où sont mes nœuds, à quel IP, et ensuite tu peux faire de l'Event Bus vers du C. Il y a des bridges, tu peux même faire de l'Event Bus sur ton client web, donc ça n'a rien à voir. Il y a différents. Donc Hazelcast, c'est quand tu parles d'Hazelcast sur Vertex, c'est le cluster manager en fait, et donc il y en a plein. Je crois qu'il y en a un avec Zookeeper, Infinispan, Group, Ignite. Bref, il y en a plein. Mais en revanche, il n'y a qu'une seule implémentation de l'Event Bus avec des bridges vers d'autres langages sur le web avec du WebSocket. Et il y a du truc en C++, il doit y avoir du Node sûrement. Donc, mais tu n'as jamais de persistance. Et il y a du Rust. Et il y a sûrement du Rust, puisque à la base, en fait, c'est juste un socket TCP. Donc, si tu as envie de le faire, tu le fais. Donc, du coup, il doit y avoir du Go. Et donc, mais par design, l'Event Bus ne sera jamais persisté. Enfin, je dis jamais, j'en sais rien, mais globalement, les conceveurs, c'est pas fait pour ça, quoi. Est-ce que vous vous êtes posé la question des performances théoriques maximales de chacun de vos bouts de tuyaux, par exemple le fond de panier de vos serveurs, au hasard? Les performances théoriques, c'est plus des performances pratiques que les performances théoriques. Oui, mais tu sais pas si tu t'en rapproches ou pas, non? Tu sais jamais si tu es au maximum de la puissance de ta machine ou pas? Non, on sait pas. On regarde le CPU, parce qu'on se dit qu'on utilise correctement le CPU. C'est vrai qu'on peut aller à des valeurs assez hautes. Donc, votre seul indicateur, c'est le CPU. Tout ce qui est core I/O du bus, du fond de panier de la machine, ça vous intéresse pas? Je reconnais qu'on n'a pas... En fait, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est plus parce qu'en startup, on est toujours à courir derrière les features. Alors quand ça marche, on laisse et qu'on est en dessous probablement sous-dimensionné, surdimensionné sur la machine. Après, j'ai peut-être pas bien compris, mais si tu es sur GCE, c'est que justement tu as fait ce choix de pas... Enfin, si tu es sur Google Compute Engine, en fait, tu n'es justement pas en train d'aller regarder le hardware dans le détail. Ah oui, on regarde pas le... Tu fais ça sur n'importe quelle machine. Hein. Tu fais ça chez Amazon, tu fais ça chez Google, tu fais ça partout. On pourrait vraiment tester. On est en train de mettre en place ça, de vraiment tester les perfs pour exactement savoir où est-ce qu'on en est et surtout ne pas faire de régression quand on fait de nouvelles features. C'est plus ça qui est... Enfin, quand ça marche, c'est-à-dire que ça convient. Mais c'est plus quand on fait une nouvelle feature, est-ce qu'on dégrade la perf ou pas. C'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on met en place des... Mais sur les bidders, on a fait des tests de perf. Sur des machines 8 cœurs, on gère 6000 requêtes par seconde. Par machine. Enfin des N1 standard 8. Merci. Voilà, si ça vous intéresse les sujets de perf ou les sujets d'Android ou de DevOps, venez chez nous, envoyez-moi un mail, je serai ravi de discuter. On recrute. Voilà, franchement c'est intéressant. En tout cas techniquement c'est assez passionnant. Je crois qu'on a un peu de temps pour les questions. N'hésitez pas. Tu peux pas manger. Je peux plus. Stop. Oui, du coup pour le sourcing, tu as un thread qui correspond à l'event loop. Et derrière, il y a une machinerie qui gère l'IO. Donc, ce que j'imagine bêtement, hein, je sais pas, tu as un autre thread derrière qui fait la machinerie de l'IO. Et donc, quand on dit un thread par corps, enfin, il faudrait imaginer que, il y a 2 threads et que du coup, il faudrait imaginer que question hardware, on doit faire tourner 2 threads pour faire tourner Vertex, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe derrière Alors il y a un acceptor thread qui lui va faire de la distribution, les event loops, mais c'est le système nativement qui va quelque part bufferiser sur les sockets qui sont représentés par des fichiers sur Linux par exemple. Donc il n'y a pas de thread qui va... je ne sais pas si je suis clair, mais il y a
Mais j'imagine que derrière, comme tu gères pas les IO via l'event loop, il y a une activité logicielle qui gère ça pour toi. Donc En quelque fait, part, c'est une deuxième. En fait, quand le thread et l'event loop est appelé, il y a déjà la donnée qui est... Oui, c'est reçu. Ouais. Oui, donc il y a quelqu'un qui s'en est occupé pour toi, quoi. Donc, c'est le file descriptor. En fait, c'est en sous-jacent, c'est du pool qui surveille le file descriptor qui correspond au socket et qui appelle le vertical quand la donnée est dispo sur le file descriptor. D'accord. Vous avez jamais testé, je sais pas, quelque chose comme un thread CPU pour Vertex versus 2 threads CPU pour Vertex pour voir ce que ça donne? Non. Parce que là on n'est pas autant de vertical qu'il y a de thread, pardon, autant de vertical, autant d'event loop qu'il y a de CPU. Donc il n'y a pas de nécessité à avoir plusieurs threads Vertex quelque part. Non, quand je dis thread Vertex, thread CPU, c'est-à-dire thread core, quoi. Enfin, ou tout ce que je veux dire, thread physique. Ah, c'est les threads, les event loops, c'est les threads physiques. Bon. Enfin, les threads OS. Je sais pas si c'est sa question, mais le 4 que tu avais défini dans ta démo, et sur ton schéma où tu avais les ABC sur 3 machines, c'est des threads sur l'OS ou c'est autre chose? C'est des threads sur l'OS. C'est des threads d'OS. Il y a un pool d'event loop. Je vais revenir. Ouais, donc en fait, une event loop ne traite qu'un seul vertical. Exact. D'accord, ok. Exact. Sur cette machine-là, en effet, là, on a 4 threads d'event loop. 4 cœurs. 4 cœurs. Après, vous pouvez mettre 2 fois plus de... Pardon ? Ouais, c'est ça. Il y a l'acceptor thread plus la worker pool. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas forcément corrélé. Mais là, on voyait que sur la démo, vous voyez quand même thread 1, 2, 3, 4. Je t'en avais déployé 4, il y avait 4 threads qui avaient été créés. Ouais, je voulais juste savoir si au niveau de Vertex, il y a moyen de préciser par exemple la taille des buffers sur les données qui sont envoyées. Par exemple, on a dit il y a des gros messages et des petits. Est-ce que ça c'est paramétrable ou vous n'avez pas eu l'expérience On n'a pas eu de problème, mais je sais pas. Michel, si tu as la réponse. Ouais, donc en fait, ça sera fait au niveau de quand tu configures ton serveur. Donc, quand Guillaume faisait ses points listen, etc., par défaut, en fait, il y a des options qui sont faites. C'est là où tu peux spécifier la taille de tes buffers entrants et sortants, je crois. Et ça, en fait, tout est hérité du socket TCP, quoi. Donc, ça remonte. Et je crois qu'il y a à peu près la même chose pour les clients sortants. Donc, tu peux... derrière, ça va très vite dans Netty, en fait. Il y a pas mal de choses où c'est juste un wrapper. Parfois, il y a beaucoup plus d'intelligence, mais sur ces parties-là, c'est quand même un wrapper de Netty. Non. Enfin, par défaut, il y a des bonnes options. Franchement, je les ai jamais changées, mais tu pourrais le faire, quoi. En fait, on a eu assez peu de problèmes. C'est pour ça que sur vraiment tous les détails, on a pas eu à creuser à Vita. Ouais, c'est ça, une fois que tu as le problème, c'est mais finalement, out of the box, ça a quand même bien marché. Quand on comprend les concepts,
voilà, c'est ça une techno qui a plutôt bien marché quoi. Quand ça marche pas, ça se voit vite. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème quand on fermait mal les connexions. Donc ça on gère plein en parallèle, mais bon, à un moment, quand on atteint 100 000, 200 000, 300 000 connexions ouvertes qu'on n'a pas fermées, voilà, ça claque en nombre de file descripteurs ouverts. Voilà, c'est un paramètre à surveiller, les file descriptors. Souvent c'est les connexions ouvertes, tout ce que vous avez ouvert. Et sur des Linux standards, c'est limité à 4096 je crois. Donc il faut changer de paramètre pour pouvoir aller au-dessus. Sinon vous êtes limité dans le nombre de connexions ouvertes. Ça, on a eu comme problème. Une autre question, c'est un petit peu en détail, mais tu as cité 60 millisecondes de délai réseau, ça me paraît beaucoup, ça veut dire que tu réponds aux US pour un truc qui vient de l'Europe et l'inverse. Pourquoi vous avez 60 millisecondes? C'est beaucoup, non? C'est pour ça qu'on est aux US, en Europe, on répond aux US pour les... Vous n'arrivez pas à... Enfin, 60 millisecondes, ça paraît énorme, si c'est vraiment que le réseau. Vous perdez une partie, plus de la moitié du temps qui est alloué théoriquement, les 100 millisecondes, sans que ce soit pour vous, donc je suis un peu étonné et il n'y a pas moyen d'optimiser. En fait, quand c'est du interrégional, si l'exchange il est à Londres et que nous on est à Bruxelles, finalement on paume quand même de la mise. Londres-Bruxelles, la latence réseau pure, elle doit être de à peu près 5 millisecondes. 5 millisecondes. Elle est entre 5 et 10, j'ai pas le chiffre exact, mais clairement c'est pas 60. 60 c'est à peu près Paris-New York. Donc en latence réseau pure. Donc on voit aussi large. Hein. Nous c'est la barre qu'on se fixe. Après, on n'a pas... C'est plus une marge qu'un délai réseau. C'est une marge pour être sûr de répondre dans les 100 millisecondes. Mais c'est vrai que par exemple entre le centre des US et la côte est, il y a bien, on avait fait une étude, il y a bien 30 millisecondes. Hein. Entre les deux côtes des États-Unis, il y a même, je pense même plus 50. Rien que le centre et une des côtes. Oui, ça c'est pas choquant. Il y a bien. D'accord. Donc ça dépend en fait. En fait, il y a plein d'ad serveurs et suivant quel ad serveur c'est, vous n'avez pas la même latence parce que vous avez quand même 2 endpoints. C'est ça. Les ad serveurs tapent 2 endpoints, il y en a un aux US et un en Europe. On avait plusieurs aux US. On a US, avant on était central, on a mis US East, US West. Donc ça fait 3 endpoints en tout? Ça fait 3 endpoints. D'accord. Ok. Après en plus les addictions ils s'amusent à changer de région sans nous dire. Donc ils passent de GCP, donc très bien à côté de nous, à AWS, Francfort, après ils rechangent. Enfin voilà. C'est ça qu'on prend un peu de marge pour éviter les mauvaises surprises. Mais en effet, il y a peut-être moins de latence que 60. C'est un peu. On dit qu'en RTB, c'est bien de répondre dans les 40 et qu'après, c'est. Du coup, par rapport à la latence, est-ce que vous avez des problématiques avec les GC? Avec le GC. GC. Alors, franchement, non. Parce qu'il se lance pas très souvent et pas très longtemps. Regardez, alors. C'est pas grave de répondre une fois de temps en temps en retard. Si on se bloque 20 millisecondes toutes les je sais plus combien. Du coup, on peut louper un RTB quoi. Enfin, on peut louper une auction quoi. Pardon? On peut louper une auction avec ça. On peut louper une auction. Exactement. Mais bon, faut bien en rater de temps en temps. Hein. Ok. Non, mais en fait, si on répond à 99% des auctions, on est bon. Ok, et les tailles de heap du coup pour Vertex, c'est quoi? La taille de la heap, franchement, je me souviens plus. Le GC, il nous a pas posé de problème. Ok. Et puis c'est pas grave si on rate une fois, ça rend dans le cahier des charges. Dans ce cas-là, au niveau performance, vous travaillez plus sur des machines physiques ou c'est plus virtualisé? C'est des instances Google Compute Engine. D'accord. On installe en direct Java. Ok. On a PC de Docker pour les biders, etc. Je serais curieux d'essayer pour voir si vraiment on a de la perte en perf. S'il y avait d'autres questions, fin de discussion. Oui. Que vous faites pas mal de jointures géospatiales, enfin surtout en batch, peut-être pas en temps réel. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est géré par Vertex ou par d'autres librairies? Vous faites ça? Alors, on a pas mal de parties là-dessus. On a une partie sur BigQuery.
On a une partie avec du Spark, une partie avec du Dataflow en fonction de ce qu'on veut faire. Bref, c'est un peu multi-techno là-dessus. Et donc on utilise un peu de tout. Du Python sur du Spark, du Java dans du Dataflow. On utilise Google Bigtable aussi pour indexer les données de la bonne manière, donc indexer de manière géographique. Alors BigQuery c'est plutôt temporel. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Historiquement on était sur BigQuery parce que c'est ça qui existait. Après on s'est mis une partie sur Bigtable parce que c'était pratique pour un use case. Mais ça c'est pour le stockage, enfin les traitements de données. Le plus important c'est stocker correctement pour que le traitement soit... Dans la Big Data, le traitement est assez basique souvent. Mais une fois qu'on a bien stocké la donnée, c'est facile, mais quand on l'a mal stocké, c'est là où il faut des gros pipelines de tri, Donc par exemple, pour mesurer si une personne est allée dans un magasin, vous avez des polygones avec la forme de magasin, etc. On a des polygones en forme de magasin, on a des systèmes qui regardent si des séries de points sont allés en magasin. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir un point, mais on regarde les trajets. Ce qui est finalement assez compliqué à faire quand on a énormément de données. Mais on analyse les trajets, donc c'est pour ça qu'on utilise Bigtable pour trier les trajets, enfin, mettre les trajets au bon endroit, et ensuite récupérer ces infos pour analyser les trajets des magasins avec du Google Dataflow. On utilise Spark pour faire une autre partie qui est un peu plus à temps réel, proche des campagnes de publicité en cours, pour faire du reporting sur les visites. Enfin un mix des deux. Merci. Écoutez, vous avez tué le pot, merci Guillaume.